peux parler pour Montréal, je peux pas parler pour les autres villes. Montréal, c'est le centre aérospatial du Canada, on le sait. Je veux dire, en fermant Aveos, c'est une grosse partie qui disparaît. On a discuté brièvement avec Aéro Montréal, qui est le Aerospace Cluster, je le sais en anglais, de l'aérospatial à Montréal. Puis eux autres, avec ce centre concernés de la perte de cet effet-là. C'est beaucoup de travailleurs, dans le fond. C'est beaucoup de travailleurs, c'est la qualification, c'est le futur, c'est une technologie de pointe au Canada. On est bon là-dedans, on a des professionnels là-dedans, on va revenir, c'est correct, on est censé... Vous comprenez ce que je veux dire? Une différence, parce que vous parlez des métiers de l'aérospatial. Il y a une différence entre être un technicien certifié sur un avion qui va chercher sa licence de Transport Canada puis qui certifie un avion qui vole. OK, c'est parfait. Avec l'autre différence que, je sais pas, moi, on bâtit un avion genre chez Bombardier. Puis je peux vous dire, la centralisation au niveau de ces techniciens qualifiés-là, si on parle des 2400 qui partent, là, on parle, je vous dirais, peut-être de 75 là, de tous ces métiers-là qui vont partir aujourd'hui. Okay. On comprend, c'est une grosse partie de ce marché-là. Et le travail comme tel n'est pas disparu. AVEOS a disparu. On est tous constants de ça. Le travail comme tel, pour moi, il est disparu présentement. Ouais, j'ai des avions qui sont partis à Rome, New York. J'ai des avions qui sont partis peut-être à Timco Aviation. J'en ai d'autres qui vont se ramasser à Singapour. La semaine passée, Air Canada... Excusez, M. Poirier, la semaine passée, Air Canada nous a dit le contraire, qu'il garderait les emplois dans les compagnies canadiennes. Les installations américaines. J'ai vu le même comité de transport. Combien de compagnies, on sait qu'il y en a des plus petites, on sait peut-être que ça va en prendre une nouvelle pour répondre à la demande, mais est-ce qu'il y a d'autres fournisseurs canadiens présentement à Air Canada qui pourraient remplacer Aveos? Écoutez, je pense qu'avec votre aide là-dedans, puis en parlant à Air Canada, de lui dire, écoutez, vous avez les installations, vous avez l'outillage, vous avez besoin d'un partenaire. Peut-être qu'ils ont besoin d'un partenaire pour survivre, je ne sais pas de ce côté-là, d'aller chercher, tu sais, tout le monde parle de Lufthansa, ça va peut-être être une autre compagnie, mais peut-être que Air Canada garantirait que ces emplois-là restent dans ces installations-là avec un partenaire pour venir les aider. Écoutez, les avions vont être réparés, les garanties de contrat vont être là. Ça prend un move de votre part, de forcer Air Canada à s'assurer que ces avions-là restent dans ces villes-là. Pour l'ensemble des 2600 travailleurs, est-ce que ça serait mieux avoir un modèle d'affaires d'une nouvelle compagnie qui prendrait les 2600 travailleurs ou l'ensemble, peut-être 3-4 compagnies distinctes qui prendraient les 2600 travailleurs quand même, qui serait peut-être plus compétitive face à Air Canada. C'est quel modèle d'affaires vous prévoyez qui serait peut-être le mieux là, pour l'avenir? Écoutez, de mon côté, c'est sûr que, disons, au niveau de la business des MRO dans le monde, OK? Lufthansa Technique est une compagnie allemande qui est sous Lufthansa. Air France, présentement, font toute leur maintenance. Les moteurs des 777 sont envoyés chez Air France. Les moteurs d'Air Canada sont envoyés là. Eux autres sont centralisés dans les trois. Ils s'occupent des moteurs, ils s'occupent de l'avion, puis ils s'occupent des composantes. Quand vous commencez à dissocier tout ça, ça va pas bien. Vous savez, quand il y a un avion qui rentre dans le garage, comme on dit, puis qu'on fait une inspection de 21 jours dessus, on débarque le moteur, ça prend le garage pour moteur afin qu'il soit révisé là. Puis sur ce moteur-là, il y a des composantes qui sont envoyées ailleurs. Quand on parle d'un centre de révision, on parle de ces trois choses-là. Centre d'entretien moteur, des composantes et du garage. C'est sûr, quand vous commencez à vendre ça par pièce, là, c'est des batailles entre les fournisseurs. Puis là, écoute, moi, là, regarde, le garage, il est là, c'est beau. Ton moteur, oh non, ça te coûte trop cher, j'ai envoyé ça en Chine, tu es en train de farmer l'autre bord. C'est sûr que tu as besoin de centraliser tout ça. Nous autres, présentement, on veut ramener les emplois. C'est ça qu'on veut. On veut que nos gens reviennent travailler. Il y a une loi au fédéral qui a été mise. Il y a M. Janiot, qui était président d'Air Canada, qui a très bien défini que les centres de révision, c'était le centre d'entretien moteur, les composantes et les hangars. Écoutez, les outils sont là, tout est là. Il reste juste à rappeler les travailleurs. Avec un autre fournisseur qui viendrait aider Air Canada pour qu'on fasse ça, oui, on est ouvert à ça. On a besoin de votre aide pour ça. Thank you. I have to stop you there. Ms. Moran? Oui, merci beaucoup, M. le Président. La semaine dernière, le président d'Air Canada nous a mentionné qu'Aveos n'était pas une entreprise compétitive à l'échelle mondiale en matière de coûts et de productivité. Par contre, en même temps, en 1988, on sait que le président d'Air Canada, à cette époque-là, indiquait que la compagnie réalisait des profits intéressants avec leur centre d'entretien. Il a dit également que les travailleurs canadiens contribuaient à créer un centre de travail efficace.
Je voudrais savoir, c'est quoi votre opinion? Qu'est-ce qui a changé depuis 1988? Comment ça, qu'en 1988, on pouvait se dire « Wow, c'est avec Aveos qu'on y va parce que c'est efficace, puis on sait qu'on va réussir », puis que là, on se fait dire la semaine passée, Aveos n'était pas compétitif. On n'est pas obligé de retourner en 88. Là. On peut juste retourner un petit peu juste avant la vente. Si je vous ferais visiter présentement les hangars, vous verrez le centre par excellence de la maintenance, c'est nous autres. Les pilotes, présentement, disent qu'on est la meilleure maintenance au monde. Air Canada était très satisfait de nos services. C'est nous autres qui sortaient les avions le plus à temps. Écoutez, là, ça, présentement, c'est une game. Moi, je sais que cet argent-là, elle ne s'est pas retrouvée. Quand il parle d'1 milliard en perte, puis tout ça, quand M. Revenescu vient parler de ça, je pense que c'est plutôt 5 milliards qui ont été donnés aux actionnaires dans les 7 dernières années. Là. OK? On va arrêter de parler qu'on a perdu 1 milliard. Moi, quand j'ai un carnet de commandes qui est plein, que mon centre d'entretien moteur est plein, qu'on sous-traite, en plus, il fallait sous-traiter des choses, des composantes à l'année, puis mes collègues ici pourraient le dire. Écoutez, là, un carnet de commandes plein, puis on perd de l'argent? Oui, c'est ça. Ça marche pas. Puis la semaine passée aussi, quand vous étiez devant le Parlement, vous avez manifesté, j'étais allée rencontrer beaucoup de travailleurs aussi. Ils me disaient que, curieusement, dans les derniers mois, vous aviez eu beaucoup plus de formation, puis vous aviez eu aussi de l'équipement, des manteaux, puis toutes sortes de matériel comme ça que la compagnie vous avait donné. Écoutez, tu sais, des fois, quand on parle dirait que la picture était arrangée à l'avance. Vous savez, quand Aveos a pris possession, on était dans tous les locaux d'Air Canada. Puis Air Canada, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont commencé à louer au pied carré leurs installations Aveos. Je peux-tu vous dire à quel prix ils ont loué ça? C'était exorbitant comme prix. C'est bon. Fait que là, Aveos n'a pas eu le choix, disons, au niveau du centre des composantes, de déménager. Ça coûtait cher. Il a fallu qu'ils s'en aillent d'un autre édifice. Pourquoi? Parce que Air Canada vendait leurs pieds carrés de ce bâtiment-là à des prix de fou. Là. OK. Excusez-moi Si je le terme. reviens aussi sur la question de ma collègue tantôt, dans le fond, ce que vous voulez là présentement, parce que vous avez dit ça au début, on est ici, on ne veut pas lancer la balle à personne d'autre, on veut que ce soit le gouvernement fédéral, vous voulez... On veut de l'aide. C'est ça qu'on veut. Mais vous trouvez que la loi actuellement n'est pas assez complète pour vous donner de l'aide suffisante? Vous voulez changer la loi? Écoutez, pour moi, la loi est claire. L'esprit de la loi est clair. Benoît Bouchard parle comme nous. Il était ministre des Transports. On a les experts qui sont venus en 88 qui disaient que si quelqu'un voulait vendre ces centres de révision-là, il fallait qu'il modifie la loi. La loi n'a pas été modifiée. Pour nous, cette loi-là est claire. On sort des avis juridiques. Écoutez, des avis juridiques, là, tout dépend de quel bord que tu es, tu vas faire parler ton avis juridique sur le bord que tu veux. Hein? Fait que le jugement Newbold, on veut parler du jugement Newbold. Écoutez bien, là. Aveos, c'était des installations, il disait qu'il respectait l'esprit de la loi. Mais pour vous, que ce soit Aveos ou que ce soit pas Aveos, écoutez, ce qui est important, c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, il faut que l'esprit de la loi soit suivi. Si un fournisseur veut rentrer puis qui veut acheter des installations, il faut qu'Air Canada donne une garantie que ces contrats-là vont être donnés à ce fournisseur-là. Puis ça, présentement, dans l'esprit de la loi, il faut que le gouvernement force Air Canada à dire, écoutez, vous avez peut-être besoin d'aide, vous n'êtes peut-être pas capable de reprendre la maintenance en majorité, vous avez les provinces qui sont prêtes à investir, les villes peut-être à donner un congé de taxes, le gouvernement fédéral à mettre de l'argent, on va vous aider ensemble, on va ramener les travailleurs, on va aller chercher un fournisseur qui est prêt à faire marcher la business. Écoutez, là, il faut que le monde revienne travailler, puis là, on est en train de discuter, puis il se passe rien. Ça fait 3 semaines qu'on discute, là. Ils n'ont pas de chômage encore, ces gens-là. Là. C'est quoi pour vous les étapes là, à venir dans les 2-3 prochains jours pour que ça se règle? Écoutez, on attend vraiment un sauveur présentement, parce que c'est le même qu'il faut appeler ça. Hein? On attend quelqu'un qui est vraiment impliqué, qui veut partir la business du MRO avec les meilleurs techniciens au monde. OK? C'est pas seulement nous autres qui le dit. Là. Mais vous avez rencontré le ministre. Vous a dit quoi, le ministre, quand vous l'avez rencontré? Écoutez, moi, quand j'ai rencontré le ministre, il m'a dit que, il regardait ça. Il me l'a dit, je pense, 20 fois. Mais il m'a également dit que sa porte était encore ouverte. Il était sensible, ouais, il m'a dit, même à vous le dire, il m'a dit, Jean, il dit, écoute, laisse ta porte ouverte. Mais la porte est ouverte. J'espère que votre porte est ouverte, puis elle est ouverte pour amener ces travailleurs-là, travailler dans ces hangars-là, que ce soit avec l'aide de Lufthansa Technique, de MTU, de tous les noms qu'on entend, mais qu'on n'a aucune preuve présentement qui sont vraiment intéressés. Écoutez, faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, là. Moi, ça crie, puis c'est pas vous autres qui êtes dans la rue, là. C'est moi, présentement, qui est avec ces travailleurs-là. Puis, si ça vous tente, vous pouvez venir avec moi, on peut aller les rencontrer. Je peux vous dire que peut-être vos émotions vont peut-être monter à fleur de peau, si vous en avez. Thank you, Mr. Watson.
Mr. Chair. Thank you to our witnesses for appearing, and we appreciate the difficulty that families are facing, the workers that you represent, and the difficulties that you, the challenges that still lay ahead in terms of securing the best outcome for workers. I was a CAW Local 444 worker at Chrysler for a little over 6 years. I remember when the Paulette Road Truck Assembly Plant closed. I was a junior employee with no seniority, trying to raise a family, and I can appreciate that those are difficult moments. I want to, moving to the testimony here today and your written statement, maybe this is just a peculiar thing. I don't know whether it was intentional or not, and you can clarify that for me. But I notice in your statement you've blamed the government and Air Canada, but Avios is not mentioned anywhere in terms of blame, in terms of how it's operated as a company or anything like that. There's no responsibility attributed to Avios. Are any of you up there implying somehow that Avios is a victim? Who would like to answer that? I see heads bobbing. No. We definitely don't think that Avios is a victim, and it may just have been an oversight. I don't know. But okay, fair enough. Because Avios had choices. They could have diversified their clientele base further to secure their future. They could have, in this difficult case where they decide to wind up operations, they could have chosen restructuring over bankruptcy. For example, it chose the latter. On the idea of restructuring, did Avios inform you, the union, of Air Canada's offer of $15 million toward restructuring the operations? Were you informed of that? Not until after the shutdown. Okay, fair enough. Avios as a company, were they profitable, and if so, in what years were they profitable as a company? I don't think they were ever profitable. Okay, because Mr. Didushak, in your testimony, in talking about quarterly meetings with Air Canada and Avios, you mentioned that in the last year that there's been a declining amount of work, and almost left the impression that somehow one bad year is what made for bankruptcy at Avios. That's not the case. That's not what I was saying at all. No, I didn't say you were. It left the impression, is what I said. I just wanted to clarify that, in fact, they were having a bad run all the way along. Avios as a business, from what we've seen, was a money-spending business, not a money-generating business. Fair enough. Did Avios approach you in the union with respect to renegotiating labor contracts, reopening them up, looking at lowering labor costs? We were in the middle of bargaining when this all occurred. Okay. Did Avios approach you at any point regarding ideas about diversifying its client base? My understanding is that 90%, or at least it's been reported, I think, in the Montreal Gazette, that 90% of Avios's maintenance came from Air Canada. That's a pretty risky business plan, if you ask me. Myself, Chuck, and my colleagues had scheduled several meetings with Mr. Kolchak and his group. Okay. And strangely enough, prior to those meetings, they were always canceled. So we never had the ability to speak with Mr. Kolchak when he was in charge in regards to any of that. Okay. And yes, we had a concern about that. And I'm going to presume you had some ideas about how they could diversify their client base as well. Okay. Mr. Poirier, you did mention, and I want to come back to the idea of, your statement had said that you were seeking assistance in saving Avios, and I understand that you've backed away from that statement, Mr. Atkinson, but I'm hearing some mixed messages. And Mr. Poirier, you sort of suggested that if Air Canada gets a partner and guarantees contracts, that maybe we can get these workers back to work. That was the Avios situation, right? They had long-term contracts guaranteed to have workers in Winnipeg, Mississauga, and Montreal. What's to suggest that it could be different with a different partner? Would a new partner have a more diversified clientele base? What are you suggesting would be different than the model? Because that model suggests that's what Avios had.